Le luxe représente 26% du CAC 40. Pendant 15 ans, ce secteur a tiré la performance de l'indice français. LVMH, Hermès, Kering, on a déjà tous entendu ces noms. Jusqu'à récemment, le groupe de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, était encore la première capitalisation européenne. Mais depuis un an, la machine est cassée. Alors, est-ce la fin de l'âge d'or du luxe en bourse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut Loris, ça va? Salut Abdallah, écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien aussi. Je suis très content de faire cette première vidéo YouTube avec toi. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait quelques mois qu'on a créé ensemble Bourseco et on publie une newsletter tous les dimanches sur l'investissement en bourse. Et aujourd'hui, on va se lancer sur YouTube et on va parler d'un secteur qui, je pense, plaira beaucoup aux investisseurs français, le secteur du luxe. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce secteur, Loris? Écoute, c'est un secteur que j'apprécie particulièrement. La première action que j'ai achetée, c'était LVMH à mes 18 ans. Donc c'est un secteur que je connais plutôt bien. Je sais pas ce que t'en penses toi. Bah pareil, le luxe, quand on est français, on peut qu'aimer, hein. Franchement, quand on voit le poids des acteurs du luxe dans le CAC 40, que ce soit Hermès, LVMH ou bien Kering, enfin, il est franchement très important. Donc voilà, c'est un secteur que j'aime beaucoup. En plus, il y a des caractéristiques pour les entreprises du luxe qui sont aussi particulièrement intéressantes. Notamment, ce sont des boîtes familiales. Donc l'un dans l'autre, ça fait que je pense que quand on est investisseur français et qu'on veut investir sur un PEA, le luxe est enfin incontournable. Mais il semblerait que depuis un an, la machine soit un peu cassée, comme on l'a dit en introduction. Les performances ne sont plus les mêmes que celles qu'on a connues il y a quelques années. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les performances des acteurs du luxe sur la dernière année? Donc si on regarde les performances passées, d'un côté, on a Kering qui a réalisé une très très mauvaise année avec une performance de moins 32%. Tout simplement, ça s'explique parce qu'on a des difficultés sur la marque Gucci pour Kering, hein, qui a un ralentissement en Chine et aux États-Unis. De l'autre côté, on a la plus belle du CAC 40, Hermès, avec une performance de plus 12%. Pour elle, c'est tout simplement un pricing power qui reste intact. Et au milieu, on a LVMH avec une performance de moins 16%, qui a des difficultés sur la partie vin et spiritueux. Et en plus de ça, elle est aussi impactée par ralentissement aux États-Unis et en Chine. Je pense que pour beaucoup de gens, quand ils pensent au luxe, ils pensent à LVMH, et c'est vrai que ça fait un an que l'action ne fait pas grand-chose. Tu l'as très bien dit, il y a Hermès en France qui se tire plutôt bien, avec plus 12%, je crois, t'as dit. Par contre, le luxe, c'est pas une spécialité française, il y a aussi d'autres actions, je pense notamment en Italie et en Suisse. Comment elles se comportent, enfin, quelles ont été leurs performances à ces actions? Alors effectivement, hein, on a des très très beaux dossiers en Italie qui sont un petit peu moins connus. On a par exemple Moncler et Brunello. Alors pour Brunello, c'est la petite sœur de Moncler, hein, avec une désirabilité qui reste hyper importante, hein, pour ce dossier-là. Il suffit d'aller sur le site internet et regarder le prix, hein, des produits Brunello, hein. C'est de la très grande qualité italienne. De l'autre côté, on a Moncler qui a une performance de moins 11, moins 12%. Elle subit un léger ralentissement en Asie et aux États-Unis, notamment avec sa marque Stone Island. Et puis, on a un acteur qu'on pense pas forcément, qui est Ferrari, qui réalise une super performance avec plus 38% sur l'année passée. Et Waouh. un peu comme Hermès, on a vraiment un pricing power illimité sur le dossier. Oui, et tu as oublié du coup Richemont en Suisse. Je pense que c'est une valeur que beaucoup peuvent oublier parfois. Donc c'est un spécialiste du hard luxury, donc l'horlogerie et la joaillerie, qui fait une performance de moins 6% sur un an, donc qui subit aussi une forme de ralentissement. On le verra par la suite pourquoi en fait il y a autant de distinctions, de différences dans les performances de chacune de ces valeurs. Mais par rapport à il y a quelques années où toutes les valeurs du luxe montaient en cœur, aujourd'hui on voit que voilà, il y a une forme quand même de sous-performance, notamment par rapport à certains indices comme le S&P 500. Qu'est-ce qui explique ce ralentissement sur le luxe? Tu en as déjà touché un mot, mais si tu pouvais aller un peu plus en détail. Alors, en premier lieu, on peut tout simplement parler de la croissance, hein. Sur les 15 dernières années, on avait une croissance à deux chiffres, hein. Notamment durant la pandémie, hein, on avait des taux de croissance à 15-20% sur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a un retour à la normale pour les perspectives des acteurs du luxe, hein. On est plutôt entre 7 à 8% en moyenne, hein, avec de très belles performances pour des titres comme Brunello et Moncler. Et à l'inverse, on a des titres qui subissent la consommation en Chine, aux États-Unis, comme Kering. Et là, on est plutôt sur des niveaux à moins 15, moins 20%.
Donc le premier lieu, c'est tout simplement un ralentissement de la croissance pour les acteurs du luxe. Et le deuxième point qu'on peut évoquer, c'est aussi une hausse des taux sans risque, c'est-à-dire du rendement de l'obligation, par exemple française ou italienne, et forcément, ça impacte les valeurs du luxe qui étaient fortement valorisées à la suite de la pandémie. Je ne sais pas si toi, tu vois d'autres raisons ou tu veux détailler quelque chose. Bah, en fait, c'est juste pour poursuivre par rapport à ce que tu disais au début sur le ralentissement de la consommation à la fois en Chine et aux États-Unis. Moi, je pense principalement à la Chine qui a été vraiment le principal levier de croissance les 15 dernières années pour les valeurs du luxe. Je pense notamment à LVMH et à Kering. Aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont exposées à quasiment plus de 40%, entre 40 et 50% de leur chiffre d'affaires qui est fait en Asie, principalement en Chine. Et aujourd'hui, voilà, elles subissent cette surexposition à la Chine qui a du mal à repartir à la suite de la pandémie de Covid. Cette pénétration du marché chinois a été quelque chose de positif, mais aujourd'hui, ça se retourne un peu contre eux. Donc ça, je pense que c'était intéressant de le préciser. Effectivement, on voit que les taux de croissance étaient tournés autour de 15% auparavant, si je dis pas de bêtises. Et là, on s'attend plus à entre 7 et 10%, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors c'est une moyenne, hein. Forcément, les acteurs de l'ultra luxe sont au-dessus, hein. On est plutôt à deux chiffres pour des dossiers comme Hermès, Brunello ou Ferrari. Et bien sûr, à l'inverse, on a des dossiers qui sont en difficulté, comme je l'ai dit, comme Burberry et Kering. Donc c'est une moyenne, oui. Donc si je comprends bien, et ce qu'on a dit, c'est que plus on est exposé à la Chine, plus on a un risque de sous-performance cette année. Pourtant, Hermès s'en sort plutôt bien. Pourquoi Hermès se porte mieux que LVMH alors que pourtant ils sont tout aussi exposés à la Chine que le groupe de Bernard Arnault? Tout à fait, c'est un point important à garder en tête. Tous les acteurs du luxe ne se valent pas. Donc en premier lieu, on a le luxe accessible. Donc on pense par exemple à Kering ou à Burberry, qui eux sont impactés de façon importante parce qu'ils ont une clientèle plus occasionnelle. À l'inverse, pour Hermès, on a un pricing power illimité. On pense par exemple au sac Birkin où la liste d'attente est sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc la demande est supérieure à l'offre. Et au milieu, on a des acteurs comme LVMH ou Moncler qui arrive à continuer à avoir de la croissance. Par contre, on a quand même un ralentissement. Et sur LVMH, je pense que c'est important de le préciser, il y a quand même un ralentissement sur notamment une thématique, un sous-segment du groupe qui est les vins et spiritueux, qui souffre énormément cette année. Enfin, moi, je m'y connais pas du tout sur ce segment de marché. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les vins et spiritueux? Alors oui, effectivement, hein, tous les acteurs des vins spiritueux sont impactés de façon plus ou moins importante, hein. Le dossier le plus impacté, c'est Rémy Cointreau, hein, pour les valeurs françaises, hein, qui est fortement exposé au cognac. Alors le cognac, c'est majoritairement de l'export, hein, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Aux États-Unis, on avait des niveaux de stock très importants à cause de la pandémie. Donc aujourd'hui, il y a toujours du déstockage. Donc forcément, les marges sont bien moins bonnes pour Rémy Cointreau aux États-Unis. Et en Chine, on a une guerre commerciale entre l'Europe et la Chine. Et il y a une enquête sur le cognac français, ce qui forcément inquiète le marché. Et concernant LVMH, eux, ils sont positionnés bien évidemment sur le cognac avec leur marque phare Hennessy, mais ils sont aussi positionnés sur les vins, notamment les vins bordelais et champagne, qui eux sont aussi au ralentissement. Donc c'est un ralentissement global pour tout le secteur, c'est pas propre à LVMH. Ok. Et donc, c'est aussi une des raisons qui explique la sous-performance de LVMH par rapport à Hermès, parce que Hermès, eux, ils sont pas du tout sur les vins spiritueux. Tout à fait. Hermès, c'est, on va dire, un groupe monomarque quasiment. Ils sont pas du tout positionnés sur ce segment-là qui souffre. À l'inverse, lorsque ça repartira, ça profitera à LVMH qui aura peut-être une croissance plus élevée que Hermès grâce à ce segment-là qui repartira. Alors, je veux d'abord rebondir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure. Je crois que tu as utilisé le mot segment pour le luxe et pas secteur. Je voulais juste préciser ce point important. Donc, le luxe, c'est pas un secteur comme on le dit souvent, je pense, par facilité de langage. Le luxe, c'est vraiment un secteur, c'est au-dessus du premium et ça peut être sur une panoplie d'industries. Alors, forcément, on pense en premier lieu aux produits personnels comme la maroquinerie ou le prêt-à-porter, mais on peut retrouver du luxe aussi dans d'autres industries comme l'automobile avec Ferrari ou Rolls-Royce par exemple, mais on peut retrouver en fait du luxe dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit des produits, mais aussi des expériences comme l'hôtellerie de luxe, la restauration de luxe, par exemple des restaurants 3 étoiles extrêmement chics,
ou d'autres types d'expériences. Donc voilà, je voulais juste préciser que le luxe en soi n'est pas un secteur, mais plutôt un segment. Et en fait, ça devient du luxe quand il n'y a plus de, comment dire, de rationalité dans le prix et qu'on achète autre chose qu'un produit de grande qualité, une image et une expérience. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les différentes valeurs du luxe qu'on a évoquées, c'était souvent des produits, mais peut-être que certains acteurs, enfin, j'ai déjà une partie de la réponse dans ma tête, mais peut-être qu'une partie des acteurs compte s'orienter vers du luxe d'expérience. Ouais, tout à fait. J'imagine que tu penses à LVMH, hein, qui est déjà positionné sur ce segment-là. En plus de ça, ils ont fait des investissements assez importants sur la ville de Paris pour ouvrir des hôtels. Ils sont déjà positionnés depuis quelques années avec la chaîne Belmont et la chaîne d'hôtellerie Cheval Blanc. Donc, je pense que LVMH est parfaitement positionné potentiellement pour profiter de ce relais de croissance qu'est l'hôtellerie et le voyage, hein, puisqu'ils ont déjà aussi des boutiques en duty free dans les aéroports. Donc pour LVMH, oui. Par contre, pour les autres acteurs, je pense que c'est un peu plus discutable. Je pense notamment à Hermès, Kering ou Moncler, qui eux n'ont pas encore un savoir-faire sur cette thématique-là. Je ne sais pas si tu pensais à ça lorsque tu voulais évoquer ce thème-là. Alors, je pensais aussi peut-être à une autre valeur, mais peut-être que je me trompe. Je pense à Ferrari qui a des musées, donc à Maranello, pour aller voir vraiment l'histoire de Ferrari. Mais je crois aussi qu'il y a un Ferrari World ou un truc comme ça aux C'est Émirats ça, arabes. tout à fait, ouais. Un parc d'attractions. Il y a aussi à Barcelone, à Port Aventura, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils vont sur cette voie-là. Peut-être que ça pourrait devenir une source de revenus non marginale comme ça l'est aujourd'hui. Alors pour Ferrari, je pense que c'est pas forcément l'objectif du management, hein. On aura une croissance à deux chiffres, hein, sur cette thématique-là, des parcs d'attractions, des restaurants, puisqu'ils en ont un en Italie, et des musées. Néanmoins, ça reste marginal par rapport aux marges qu'ils peuvent faire sur leurs produits, ce que sont les voitures et la personnalisation. Donc ça fait une super transition pour la suite de la vidéo. Je voulais qu'on parle des relais de croissance du luxe. Donc pendant 15 ans, on l'a vu, la croissance des acteurs du luxe a été assez impressionnante et c'est ce qui a expliqué leur performance boursière. Mais je pense qu'il est légitime de se poser la question, est-ce que la croissance dans les prochaines années va revenir à ce type de niveau? Et pour cela, bien sûr, ils peuvent jouer sur les prix, augmenter leurs prix, et c'est notamment faisable car c'est des entreprises qui ont un fort pricing power pour la majorité d'entre elles. Mais je voulais aussi qu'on regarde quels sont les relais de croissance. Donc, moi, je pense effectivement que l'hôtellerie, le luxe d'expérience peut être un relais de croissance, notamment pour LVMH, peut-être moins pour les autres, comme tu l'as dit. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres relais de croissance pour les valeurs du luxe? Alors, l'autre relais de croissance qu'on peut évoquer, hein, qui a été déjà important sur les dernières années, c'est la croissance externe, hein, c'est-à-dire les acquisitions. Ouais. LVMH sait très bien le faire, hein, notamment Bernard Arnault à la baguette, hein. Ils ont fait des super acquisitions sur les dernières années, hein, à des prix intéressants, hein. Je pense notamment à Tiffany & Co, qui était une super opportunité, hein. Donc l'objectif d'LVMH, généralement, c'est d'acheter de très belles marques qui sont en ralentissement, de l'acheter à un bon prix et ensuite de développer la partie marketing et désirabilité pour augmenter le chiffre d'affaires et les marges. Et on l'a vu aussi, alors c'est plus compliqué pour Kering, hein, qui a pris une participation dans Valentino. Je suis pas forcément convaincu par le savoir-faire de la famille Pinault qui détient Kering en termes d'acquisition. Donc ça reste un sujet compliqué pour eux, je pense. Et après, pour les acteurs monomarques, hein, comme Ferrari ou Hermès, le sujet se pose pas. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là. Bah, alors déjà, moi je voulais te demander plutôt, je pense que tu as bien résumé les choses, mais moi je voulais justement te demander quelle serait potentiellement la prochaine cible pour un Bernard Arnault dans le luxe? Donc dernièrement, en termes d'acquisition, je pense que pour LVMH, on pense tous au sujet Cartier, hein, qui appartient au groupe Richemont. Bernard Arnault est dernièrement entré au capital du groupe suisse. Donc ça, Ah, c'est officiel? ouais, c'est officiel, ça a été Ok. confirmé, 3-4%, hein. Je Donc ça pensais que c'était reste, des rumeurs. Je pensais que c'était des rumeurs. ouais, ça a été confirmé. Donc ça, c'est un point intéressant. Et en plus, Bernard Arnault le mentionne depuis quelques années qu'il est intéressé, hein, donc c'est public. Donc je pense que pour LVMH, le sujet, c'est potentiellement Cartier. Et après, il faudra voir sur les prochaines années, hein, parce qu'il y a un sujet de succession, que ce soit sur Richemont ou sur LVMH.
Donc on verra dans les années à venir. Et après, pour Kering, je pense qu'ils vont compléter leur participation dans Valentino à 100%. Je pense qu'ils vont l'intégrer au groupe. Et puis après, voilà, pour Hermès et les autres, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, personnellement, ça me surprendrait pas qu'ils fassent des acquisitions dans ce secteur-là. Alors, je sais pas, peut-être des petits hôteliers, peut-être un peu moins connus que les grands groupes type Marriott et Hilton. Donc, il y a ça, mais je pense aussi qu'il peut s'intéresser à tout ce qui est vraiment montre, sur lequel je pense que le groupe est un peu plus faible que sur d'autres segments comme la maroquinerie. Je sais pas, est-ce que par exemple des boîtes privées comme Rolex ou d'autres horlogers suisses peuvent être des cibles selon toi? Alors pour Rolex, la réponse est non, hein. La famille est clairement pas à vendre, hein. C'est comme Chanel, hein. C'est un non-sujet. Il n'y a pas de potentiel acquisition sur ces dossiers-là. Après, je m'y connais pas assez sur des marques peut-être plus spécifiques, soit du côté suisse ou allemand, hein. Les Allemands sont très bons sur certaines maisons. Donc pourquoi pas pour LVMH, mais je pense que c'est pas du tout la cible et j'imagine qu'il y aura plutôt un renforcement, comme tu le dis, soit sur les investissements hôtellerie, voyage, soit plutôt sur la partie joaillerie et puis potentiellement sur la partie mode s'il y a des cibles intéressantes. Mais aujourd'hui, les multiples de valorisation pour les acquisitions sont encore trop élevés à mon goût. Pour répondre à la question de cette vidéo, est-ce que tu penses que c'est la fin de l'âge d'or du luxe? Alors je pense que c'est la fin de l'âge d'or du luxe comme on l'entend, c'est-à-dire en termes de performance boursière, hein. On n'aura plus ces performances 30% annualisées comme on a eu sur les 10-15 dernières années. Par contre, le luxe reste toujours un secteur hyper intéressant à avoir sur son PEA. Après, c'est à vous de choisir les dossiers que vous préférez. Mais selon moi, si on est sur des dossiers de qualité sur le long terme, on aura toujours une excellente performance. Et sur le CAC 40, ça restera toujours la locomotive en termes de performance. Je sais pas si toi, tu as un avis là-dessus, si tu penses que c'est la fin de l'âge d'or ou pas. Bah, pareil que toi, je pense que on a connu quand même des performances exceptionnelles sur les 15 dernières années et les conditions ne sont plus les mêmes. Après, on n'est pas à l'abri que ça se passe encore très très bien, notamment pour les meilleures d'entre elles. Je pense notamment à Ferrari et à Hermès. Après, il y a des dossiers qui sont vraiment mauvais. Alors oui, on peut jouer des coups parce que les valorisations sont vraiment au tapis. Je pense à Kering en particulier ou dans une moindre mesure à Moncler. Mais personnellement, moi, c'est pas ce type de valeur qui m'intéresse. Moi, en général, quand je vais sur un secteur, j'essaye de vraiment d'aller sur les best in class. Et les best in class, clairement, aujourd'hui, c'est Ferrari, Hermès, Brunello, que je connais pas assez, et LVMH, parce que c'est vraiment, enfin, c'est vraiment pour Bernard Arnault, quoi, pour le génie du business qui est Bernard Arnault. Et toi, quelles sont tes valeurs favorites dans le secteur, Loris? Alors, je suis pareil que toi, je vais préférer les meilleurs dossiers, hein. Je regarde pas vraiment les dossiers comme Kering ou Burberry qui sont en difficulté, mais qui peuvent se reprendre, hein. Mais pour le moment, il y a pas de tendance de fond intéressante, hein. J'aime bien Moncler, contrairement à toi. J'aime bien Moncler, Ok. qui a quand même un actionnariat intéressant. Alors après, ils ont quelques difficultés parce qu'en fait, déjà, c'est quasiment une entreprise monomarque, hein, même s'ils ont racheté Stone Island et l'acquisition se passe pas forcément bien. Donc ça, c'est un sujet quand même. Ça montre les difficultés en fait de réaliser des bonnes acquisitions. Donc ça montre que Bernard Arnault est vraiment unique sur ce secteur-là. Pour LVMH, c'est un dossier que j'aime beaucoup, mais il y a ce danger, on va dire, sur l'après Bernard Arnault, même si la succession va, je pense, bien se passer, ça reste quand même un sujet. Et après, effectivement, on a des dossiers comme Ferrari qui va pouvoir continuer à augmenter ses marges. Et en plus de ça, ils ont annoncé leur nouveau véhicule électrique. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce que Ferrari va réussir à vendre des véhicules électriques? Moi, je pense que oui, mais on n'est pas à l'abri que ce soit peut-être en termes de demande plus faible que sur les véhicules thermiques. Et pour Brunello, ça reste un acteur encore assez méconnu. C'est un peu comme Moncler, c'est-à-dire qu'on a un actionnariat familial et on a un potentiel qui reste très important puisque les marges sont encore assez faibles. Donc c'est un sujet, je pense, à regarder en profondeur, Brunello. Ouais, alors d'ailleurs, je vois que tu as parlé du véhicule électrique pour Ferrari. On avait fait une newsletter spécifique sur Ferrari, donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller la lire. On a fait vraiment une analyse complète de cet acteur qui a, pour moi d'ailleurs, et pour clôturer cette vidéo,
et la plus belle valeur dans le luxe si je devais en choisir qu'une, même si Hermès est aussi particulièrement belle, le fait que Ferrari soit très peu exposé à la Chine, donc juste 10% de son chiffre d'affaires, fait que le risque est beaucoup moindre par rapport à Hermès et en cas de guerre commerciale avec le gouvernement chinois. Et pour moi, Ferrari, c'est encore plus du luxe que Hermès, car vraiment là, il s'adresse à des personnes ultra riches, là où Hermès, malgré le côté très luxueux de leurs produits, en fait, une personne comme moi ou comme toi, en fait, on peut se le permettre si on fait un peu d'économie, là où je pense, moi, j'achèterai jamais de Ferrari, en tout cas pas tout de suite, même si peut-être qu'un jour j'y arriverai, j'espère que toi aussi. Donc voilà, moi je préfère vraiment Ferrari comme valeur du luxe si je devais en choisir qu'une. Et je pense que toi aussi. Ouais, je te rejoins. Effectivement, on a un pricing power qui est bien plus important sur Ferrari parce que voilà, les clients généralement possèdent plusieurs Ferrari. Mhm. Pour Hermès aussi, mais comme tu le dis, voilà, tout le monde peut s'acheter un produit chez Hermès, hein. On trouve à 1000 euros des produits chez Hermès, là où on ne va pas trouver une Ferrari à moins de 150 000 euros. Donc, je préfère aussi Ferrari en cas de guerre commerciale avec la Chine et surtout en cas de crise. Ferrari sera bien plus solide. Bon bah Loris, ça sera le mot de la fin du coup. Enfin moi j'ai adoré faire cette première vidéo avec toi. J'espère que toi aussi. Pour vous qui nous regardez, j'espère que vous apprécierez. Si vous voulez aller plus loin, nous on fait une newsletter toutes les semaines sur l'investissement en bourse. Et on a fait un e-book de 177 actions de qualité, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Pour le télécharger, je vous mets aussi le lien en description. Et puis, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Nous, on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, Loris. Salut. Salut, ciao.